3 navires de guerre américains traversaient le passage maritime le plus dangereux de la planète. L'Iran a lancé tout ce qu'il avait, drones, missiles, vedettes rapides, venant de toutes les directions. Et les États-Unis n'ont pas tiré un seul missile intercepteur. Quelque chose d'autre s'en est chargé. Quelque chose que l'Iran n'avait jamais vu venir. Quelque chose qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et au matin, les ports qui avaient lancé l'attaque n'existaient plus. Ce qui s'est exactement passé dans le détroit d'Ormuz, le 7 mai, est quelque chose que le monde commence à peine à comprendre. Ce devait être un transit naval de routine, 3 navires de guerre américains traversant l'un des passages maritimes les plus surveillés et les plus dangereux de la planète. Le détroit d'Ormuz, un corridor étroit de seulement 20, est 1 mille à son point le plus resserré. Et chaque jour, 1/5 de tout l'approvisionnement pétrolier mondial transite par ce corridor. L'Iran savait qu'ils arrivaient et l'Iran avait un plan. Les 3 destroyers, l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason, ont commencé leur passage vers l'ouest le 7 mai. Ce n'étaient pas de petits bâtiments, c'était des destroyers lance-missiles, lourdement armés, lourdement défendus, parmi les navires de guerre les plus capables de la marine américaine, mais l'Iran ne prévoyait pas de se battre à armes égales. Pendant des années, Téhéran avait discrètement construit ce que les analystes militaires appellent un réseau de déni d'accès à Ormuz. Une toile soigneusement conçue de missiles, de radars, de drones et de vedettes d'attaque rapide, tous positionnés le long de la côte nord du détroit. L'objectif de ce réseau était simple, rendre le détroit d'Ormuz si dangereux qu'aucun ennemi n'oserait le traverser sans payer un prix dévastateur. Sur papier, cela paraissait redoutable. L'Iran y croyait totalement. Alors, lorsque les 3 destroyers américains sont entrés dans le détroit, les forces iraniennes ont activé tout ce qu'elles avaient. Cela a commencé avec des vedettes d'attaque rapides, petites, véloces et difficiles à suivre. Elles se sont rapprochées depuis plusieurs directions à la fois. C'était une tactique délibérée, conçue pour confondre, conçue pour submerger. Depuis la gauche, depuis la droite, droit devant. Le but était simple, forcer les destroyers à regarder dans trop de directions en même temps. Puis les drones sont arrivés. Des essaims de drones d'attaque de type Shahed, lancés depuis la côte nord, volant bas, se déplaçant rapidement, se dirigeant directement vers les navires américains. Puis les missiles. Des missiles balistiques et des missiles de croisière tirés depuis des sites de lancement terrestre le long de la côte iranienne. Tout cela au même moment, tout cela coordonné, une attaque de saturation simultanée, en couche. Les commandants iraniens croyaient qu'aucun système défensif, aussi avancé soit-il, ne pourrait gérer tout cela à la fois. Ils avaient tort. Ce que l'Iran n'avait pas pleinement pris en compte, c'était le système qui les attendait à bord de chacun de ces destroyers. Le système de combat Aegis, une plateforme intégrée de radars et de gestion des armes. Elle est si avancée qu'elle peut suivre simultanément des dizaines de menaces entrantes et commencer à les engager plus vite que n'importe quel opérateur humain ne pourrait jamais le faire. Au moment où les forces iraniennes ont lancé leur attaque, Aegis observait déjà, calculait déjà, répondait déjà. Chaque missile qui s'est dirigé vers ces navires a été intercepté. Aucun n'a touché sa cible. Pas un seul. 3 destroyers sont entrés dans le détroit d'Ormuz sous un assaut iranien coordonné et en sont ressortis complètement intacts. Mais l'histoire du 7 mai ne faisait que commencer. Parce que la manière dont ces navires ont survécu, c'est là que les choses deviennent véritablement extraordinaires. Pas d'explosion, pas de traînée de fumée, pas de son, seulement un drone qui tombe du ciel. C'est à ce moment-là que les commandants militaires iraniens ont compris que quelque chose avait terriblement mal tourné. Leurs drones n'étaient pas abattus au sens traditionnel. Il n'y avait pas de missiles intercepteurs filant vers le ciel, pas de contre-attaque visible. Les drones cessaient simplement de fonctionner en plein vol, les uns après les autres, tombant dans le golfe d'Oman comme des jouets brisés. S'ils affrontaient, ils ne l'avaient jamais affronté auparavant. La marine américaine avait amené des lasers dans ce combat.
2 systèmes à énergie dirigée auraient été déployés sur ces destroyers ce jour-là, et ensemble, ils représentaient un saut générationnel dans la manière dont la guerre navale fonctionne réellement. Le premier système s'appelle Odin, l'Optical Dazzler Interdictor. Une arme laser à neutralisation douce montée sur des destroyers de classe Harley-Burke. Odin ne détruit pas directement un drone, il cible plutôt les capteurs du drone, ses yeux. Il projette un faisceau laser concentré directement sur les systèmes de guidage électro-optique et infrarouge du drone. En quelques secondes, le drone devient aveugle. Il perd sa cible, il perd son orientation, puis il tombe tout simplement. Aucune explosion nécessaire. Mission terminée silencieusement, invisiblement, mais Odin n'était pas seul. Le deuxième système s'appelle Helios, High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance. Là où Odin aveugle, Helios détruit. 60 kW d'énergie concentrée se verrouille sur la cellule d'un drone entrant à la vitesse de la lumière. Il n'aveugle pas le drone, il le brûle de part en part. La structure cède en plein vol, le drone se disloque et tombe dans l'océan en morceaux. Le coût de chaque engagement, à peu près l'électricité nécessaire pour alimenter une maison pendant quelques heures. L'Iran avait passé des années et dépensé des millions de dollars à construire ces essaims de drones. Les États-Unis les ont brûlés dans le ciel pour presque rien. Mais les lasers n'étaient qu'une seule couche de ce qui attendait l'Iran ce jour-là. Pendant que les systèmes à énergie dirigée s'occupaient des essaims de drones, les vedettes d'attaque rapide qui fonçaient vers les destroyers ont rencontré une réponse très différente. Des hélicoptères d'attaque Apache 64 étaient déjà dans les airs. Ces hélicoptères d'attaque se déplaçaient rapidement, armés de missiles Hellfire, de munitions guidées et d'un canon à chaîne monté sur casque, capables de déchirer la coque d'une vedette rapide en quelques secondes. Les bateaux qui ont continué d'avancer ont été éliminés. Ceux qui ont fait demi-tour ont été poursuivis. Très au-dessus de tout cela, des chasseurs furtifs F-35 traversaient déjà l'espace aérien iranien. Leur radar APG, U-8-1, l'un des systèmes de capteurs aéroportés les plus avancés jamais construits, suivait simultanément les menaces, guidait les armes et brouillait passivement les radars côtiers iraniens, sans jamais révéler la position même des appareils. L'attaque en couche de l'Iran a rencontré la défense en couche des États-Unis, et couche après couche, la stratégie iranienne a été démantelée. 3 navires, 0 impact, chaque menace neutralisée. Mais Washington n'avait pas fini d'envoyer son message, car pendant que la défense tenait dans le détroit, la contre-attaque était déjà dans les airs. Ils ne les ont jamais entendus arriver, aucune alerte radar, aucun système d'alerte déclenché, aucun temps pour organiser une riposte. Un instant, l'infrastructure côtière iranienne était debout, les postes de commandement actifs, les réseaux radars en rotation, les batteries de missiles armées et prêtes, puis plus rien, seulement du feu là où se trouvaient des bâtiments. Les F-35 étaient déjà venus et repartis et l'Iran n'avait même jamais su qu'ils étaient là. Ce qui a suivi la victoire défensive dans le détroit d'Ormuz n'était pas une représaille au hasard, c'était pas une réaction émotionnelle. C'était le démantèlement chirurgical de l'infrastructure exacte qui venait de tenter de couler 3 navires de guerre américains, un démantèlement soigneusement planifié, précisément exécuté, chaque cible choisie, chaque frappe calculée, rien de gaspillé. 4 lieux, 4 messages, un signal très clair. La première cible était Bandar Abbas, le joyau de la projection de puissance iranienne dans le golfe Persique, situé sur la rive nord du détroit. Il sert 2 fonctions simultanément. C'est le plus grand port commercial de l'Iran et c'est le quartier général des opérations de surface et sous-marine de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Frapper Bandar Abbas n'était pas simplement un geste militaire, c'était frapper l'artère économique de l'Iran et le cerveau de son commandement militaire au même moment. Un lieu de dévastation. La deuxième cible était l'île de Keshm. L'Iran l'appelait fièrement son porte-avions insubmersible. S'étendant sur 1500 km², positionnée directement dans le détroit lui-même, elle était la plateforme avancée de l'Iran. Des opérations de drones étaient lancées depuis cet endroit.
Des réseaux radars côtiers, alimentant en données de ciblage les batteries de missiles anti-navires, se trouvaient là. Des escadrons de vedettes d'attaque rapide s'abritaient dans ces anses. Le quai Beyman, sur la côte sud Keshmem, un nœud logistique connu du corps des gardiens de la révolution islamique, a été spécifiquement frappé. Une fois ce site disparu, la capacité de l'Iran à réapprovisionner ses forces opérant à l'intérieur même du détroit a tout simplement cessé d'exister. La troisième cible était Minab. Située à l'intérieur des terres, au sud-est de Bandar Abbas, son importance était précise et délibérée. Cette installation servait de centre de coordination pour la stratégie iranienne des SAM de petites embarcations, le centre de répartition de la flotte moustique, le cerveau derrière les assauts multivecteurs de vedettes rapides qui venaient d'échouer contre les 3 destroyers. Détruire Minab n'a pas seulement fait mal à l'Iran aujourd'hui, cela a dégradé la capacité de l'Iran à répéter la même attaque demain ou le jour d'après. La 4e cible était Bandar Kamir, un point de contrôle côtier plus petit, mais qui contrôlait les mouvements navals dans l'approche orientale du détroit. Combiné à l'élimination de Minab, sa destruction a resserré l'étau stratégique sur la capacité de l'Iran à ramener rapidement des moyens maritimes dans la zone d'engagement. 4 lieux, des sites de lancement de drones disparus, des radars côtiers éteints, le commandement et le contrôle éliminés, la logistique coupée. L'Iran avait passé des années à construire ce réseau côtier, des années de financement, des années de planification, des années à positionner chaque actif pour faire perdre le sommeil aux amiraux américains. Ce réseau a été démantelé en une seule nuit. Lorsque le soleil s'est levé sur le détroit d'Ormuz le 8 mai, ce sont les amiraux iraniens qui n'avaient pas dormi. Les guerres ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille. Parfois, elles se gagnent au moment où un ennemi comprend enfin que tout ce qu'il croyait à propos de lui-même était faux. Le 7 mai a été ce moment pour l'Iran. Pendant des années, Téhéran avait bâti toute son identité stratégique autour d'une seule idée, que le détroit d'Ormuz lui appartenait, que la menace de le fermer ou de le rendre trop dangereux à utiliser donnait à l'Iran un pouvoir qu'aucune force militaire ne pouvait simplement lui retirer. C'était son levier ultime, sa soupape de pression, la seule carte avec laquelle il croyait que personne n'oserait tester son bluff. Les États-Unis l'ont fait, et l'Iran a perdu la main complètement. Le premier pilier de la position de négociation de l'Iran était la peur sur les marchés mondiaux de l'énergie. La logique était simple. Si l'Iran menaçait Hormuz, les prix du pétrole grimperaient, les économies mondiales paniqueraient et la pression internationale forcerait Washington à reculer. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que l'engagement se déroulait le 7 mai, les prix du Brent n'ont pas explosé à la hausse. Ils ont reculé. Les marchés ont vu 3 destroyers américains traverser le détroit sans une égratignure et ont discrètement conclu que les États-Unis maîtrisaient la situation. La menace économique la plus puissante de l'Iran avait cessé de fonctionner. Le deuxième pilier consistait à maintenir le harcèlement assez longtemps pour épuiser la volonté politique américaine. Les essaims de drones, les vedettes rapides, les missiles côtiers. L'Iran croyait qu'une campagne prolongée d'attaques à faible coût finirait par rendre le coup du maintien du blocus politiquement insoutenable à Washington. Mais les armes laser ont détruit cette logique entièrement. Lorsque le coût d'interception d'un drone tombe au prix de l'électricité, une réserve pratiquement infinie remplace un stock limité. L'Iran ne peut pas épuiser un système qui ne manque jamais de munitions. Les 2 piliers s'effondraient simultanément. Pendant ce temps, le tableau régional changeait tout aussi radicalement. Les Émirats arabes unis ont officiellement mis sur pied un comité national chargé de documenter les actes d'agression iraniens et les dommages qui en résultaient. C'était pas un geste symbolique. C'était un pays qui bâtissait un dossier juridique et diplomatique contre l'Iran pour le long terme. Et le 7 mai même, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont été activées pour intercepter des menaces iraniennes visant directement les territoires du Golfe. Les attaques de l'Iran n'étaient plus seulement un problème pour Washington. Elles devenaient un problème pour chaque voisin du Golfe en même temps. La coalition soutenant la position américaine ne se fissurait pas sous la pression, elle se solidifiait. La façon dont le président Trump a présenté publiquement les frappes de représailles comme une petite tape faisait un travail diplomatique prudent. Elle signalait aux partenaires européens que Washington n'avait pas complètement abandonné les négociations de cessez-le-feu.
Mais l'avertissement qui s'y trouvait était impossible à manquer. Ce qui viendra ensuite, si l'Iran ne se dirige pas vers un accord, ne sera ni mesuré ni retenu. Le plafond de la réponse militaire américaine vient de monter considérablement. L'Iran se trouve maintenant à la croisée des chemins. Ses essaim de drones sont neutralisés par des lasers. Son infrastructure côtière brûle. Ses voisins du Golfe se retournent contre lui. Son levier économique sur les marchés mondiaux de l'énergie s'affaiblit de jour en jour. Une route mène à la table des négociations, l'autre mène à quelque chose de bien plus sombre. Et l'Iran manque de temps pour choisir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.